bonsoir à toutes et à tous. Merci Alain pour l'invitation. Moi j'ai la chance et le privilège de diriger un service de cardiologie où a travaillé il y a quelques années, il travaille encore, et merci, Juan Stazel, et travaille toujours René et David. J'ai aussi la chance d'avoir pu bénéficier de tous ces examens sur mon propre cœur, dans la magnifique maison qu'ils appellent les HUC. Et ils en savent quelque chose parce que c'est un peu eux qui ont fait mon scanner, qui ont fait mon IRM et tout le reste, et mon échographie. Donc je peux vous dire que l'échographie c'est cool. Non, la technicienne est mignonne. Enfin, c'est bien, l'échographie c'est bien. C'est pas stressant, c'est pas long, on vous met du gel, on vous nettoie le thorax. À côté de ça, le scanner, c'est qui fait le scanner? C'est toi qui fais le scanner surtout. Oui. Le scanner, c'est assez rapide. On arrive dans un milieu où on a un peu l'impression d'être à la NASA déjà. Hein. Il y a des gens casqués, il faut partie des badges, des machins un peu bizarres. Mais l'avantage du scanner, c'est que c'est rapide et on voit l'état des coronaires. Enfin, quand on vous dit vous avez une plaque d'athérosclérose, un rétrécissement sur un tuyau, faut arrêter de faire ça, il faut faire un peu plus ci, et puis il faut manger de la chimie, enfin des pastilles. On n'est pas à moitié enceinte. Hein. Quand on vous dit il y a une lésion, traiter. Et après, il y a l'IRM. L'IRM, c'est très cool aussi. Le problème de l'IRM, c'est que... Enfin, c'est long. Hein. Moi, c'est plus d'1 heure. Moi, j'ai mis 1h15 pour faire mon IRM. Vous avez mal au cul, il fait froid, il y a du bruit. Enfin, t'es d'accord? Moi, j'ai failli sortir. En plus de ça, il ne faut pas être claustrophobe. Faites pas le malin. C'est le seul avantage d'avoir fait tout ça, c'est que je peux dire aux patients, écoutez, allez-y, ça c'est bien, ça c'est bien. Moi, j'ai failli sortir de mon IRM à 2 reprises, parce qu'on me dit, oui, tout va bien, vous connaissez, tu parles. On me fout dans le tube, et je rentre dans ce machin, et j'ai failli sortir. C'est pour pas avoir l'air trop dans un fond que je lui dis, je reste. Mais c'est long, hein, plus d'1 heure, il fait froid, t'as mal partout, et alors on nous dit, et on va poser des questions après, qu'on est moins irradié que le scanner. Il y a une des choses, à part ça, on va en faire de plus en plus de ces IRM et de ces scanners parce que je crois que les doses deviennent de plus en plus faibles. Moi, je dis toujours aux patients, on fait un scanner. Il y a 10 ans, c'était 3 fois le tour de la Terre en irradiation. On oublie tous que vous prenez tous l'avion de temps en temps. Eh bien, si tu vas en Californie, tu prends 2 scanners dans la vue. Hein. On peut s'arrêter là. C'est pour ça que les pilotes arrêtent de voyager assez rapidement, personne ne pense à ça. Et en fait, il y a quelques années, un scanner des coronaires, c'était 2 ou 3 fois le tour. Maintenant, c'est de moins en moins. Enfin, c'est Genève-New York aller-retour. Et dans quelques temps, ça sera Genève-Londres. Enfin, ça diminue, heureusement, l'irradiation. Parce que c'est quand même un tout petit peu embêtant. On ne peut pas faire ça tous les jours, tout le temps. L'IRM, apparemment, pour l'instant, n'a pas trop de problèmes d'irradiation, même si on peut ouvrir le débat là-dessus. Le désavantage de l'IRM, vous l'avez compris, c'est qu'on ne voit pas encore les vaisseaux. On voit le résultat d'un vaisseau qui pourrait être rétréci, mais c'est l'ischémie de stress que vous a montré Juan, et que fait aussi David très souvent à Vidal, mais on ne voit malheureusement pas encore, on pourrait poser la question, les vaisseaux à l'IRM, parce que si l'IRM est moins irradiant, je crois qu'on peut le dire, le jour où elle verra les vaisseaux, ça sera quand même intéressant. Une chose que vous n'avez pas du tout parlé ici, c'est qu'on injecte, notamment pour le CT coronarien, quand même du produit de contraste. Ce n'est pas forcément très embêtant pour les reins, mais il y a chaque année un choc anaphylactique de gens, un ou une patiente qui ne savait pas qu'il ou elle était sensible à l'iode avec un choc anaphylactique. Et si vous n'êtes pas au bon endroit, enfin si vous êtes dans une structure, alors on va peut-être dire en dehors des hôpitaux, hein, si vous êtes dans une structure qui n'est pas équipée avec des anesthésistes sur place, on appuie sur le bouton et hop, et tout le monde arrive, vous pouvez toujours essayer de réanimer, c'est très compliqué. Hein.
C'est un tout petit peu le souci. Et c'est pas pour rien. Vous avez vu sur l'image, je crois, de René Coulou, on peut faire du scanner coronarien en injectant, et là il faut du produit de contraste, et il y a plus de doses, c'est plus irradiant, et puis il y a le petit risque, il est très très faible, mais quand vous perdez un jeune patient de choc anaphylactique alors qu'on aurait pu faire une autre technique, et vous avez vu à côté, il y a ce qu'on appelle le calcium score, qui est très 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 peu irradiant. Aux États-Unis, au Japon, ils font beaucoup de calcium, je crois que ça coûte $150, puis on vous fait votre score calcique. On n'injecte pas de produit qui potentiellement pourrait être allergisant ou faire un choc anaphylactique. Le petit souci, et on va vous laisser parler après du calcium score, c'est qu'on vous donne un chiffre qui correspond à une unité de calcium qu'il y a dans les artères. On a le droit, je crois, d'avoir son âge. Moi j'ai 56 ans aujourd'hui, j'aurais le droit d'avoir, c'est ça, hein, à peu près... T'as 56 ans toi? Non. On a le droit d'avoir à peu près ça. Si vous avez un calcium score à 0, moi je suis assez jaloux, moi j'ai 34 de calcium score il y a quelques années. Oui, il y a quelques années. Il va falloir refaire ça. Mais il y a des patients qui ont 0. C'est un score calcique. Ça veut dire qu'il y a peu ou pas de calcium dans la paroi des artères. Mais on sait très bien qu'on peut avoir un rétrécissement des artères sans calcium. C'est pire. Ce qu'on appelle les plaques molles. Les radiologues, ils nous répondent ça. Plaques molles. Et on n'aime pas du tout ça parce que c'est des plaques vulnérables qui vont rétrécir. Le vaisseau coronarien, il fait 4 mm. S'il y a déjà une plaque molle de 2 mm, il reste 2 mm pour se boucher, ça se bouche en rien du tout. Le calcium score, il est à 0. C'est pas cher, c'est vite fait, mais ça ne répond pas à toutes les questions par rapport à ça. Bref, à part ça, vous avez eu une IRM là-dessus. Hein. C'est un peu biaisé quand même. Par rapport à d'accord. C'est formation en IRM. En forme, d'accord. Okay. Donc sachez qu'il y a d'autres techniques que l'IRM. Ça s'appelle le scanner, qui s'appelle l'échographie, qui s'appelle la perfusion, la scintille myocardique avec différents traceurs. Mais c'est un domaine en pleine explosion. On aura besoin de plus en plus de techniciens en radiologie, TRM. Merci d'avoir choisi ce beau métier. On en aura besoin de plus en plus, que ce soit en ville d'ailleurs, hein, ou à l'hôpital. Et je pense que c'est un beau métier. Enfin, nous, on travaille de plus en plus avec les TRM de la radiologie, avec qui on s'entend plus ou moins bien. Ça dépend avec qui et les jours. Non, mais on va devoir revoir notre couple et être de plus en plus mariés. Vous allez faire avec les cardiologues, avec des patients cardiopathes, de plus en plus d'imagerie cardiaque, que ce soit que pour l'artère, ça arrive, c'est surtout le scanner, que ce soit que pour la fonction. L'échographie, on ne fait que nous, déjà, et heureusement depuis quelques années, mais que ce soit l'IRM ou d'autres types de tests fonctionnels, comme la scintigraphie, comme l'a dit René, on va en faire de plus en plus de patients, et grâce à vous en partie. Maintenant, je ne sais pas si tu veux ouvrir les questions. Moi, j'aimerais ouvrir la question avec David, qu'on n'a pas encore entendu. Quand est-ce que tu penses qu'on sera capable d'analyser les vaisseaux en IRM? Alors, je pense qu'on est déjà capable d'analyser le parcours des vaisseaux. On peut voir surtout l'initiation des vaisseaux, voir s'il y a un parcours pathologique, l'initiation des artères, de voir la lumière. Elle-même, ça reste encore de l'expérimental et je ne crois pas que c'est pour les 10 ans à venir. Maintenant, je sais qu'il y a des physiciens très très affûtés, notamment à Lausanne, qui travaillent dessus. Et c'est possible qu'il y ait une nouveauté qui arrive prochainement. Mais en pratique clinique, je ne pense pas que dans les 10 ans à venir, on aura cette capacité d'aller voir l'obstruction du vaisseau. Maintenant, ce qui a bien été expliqué aujourd'hui, c'est que cette obstruction n'est peut-être pas l'information qu'on recherche. On recherche de plus en plus les répercussions fonctionnelles. Donc je ne sais même pas si on aura vraiment besoin à l'IRM d'aller voir ces obstructions. On veut voir s'il y a une répercussion, que ce soit de manière invasive par le FFR ou par la recherche d'ischémie ou de diminution de la réserve coronarienne par tous ces tests fonctionnels. J'ai juste une question aussi pour vous. Encore une fois, l'avantage énorme qu'ont toutes ces techniques par rapport à la coronarographie que mes collaborateurs font très souvent, c'est qu'il n'y a quand même pas besoin, c'est quand même beaucoup moins invasif. Hein. La coronarographie, c'est invasif.
malgré tout ce qu'on veut dire. On pique dans une artère fémorale ou dans une artère radiale maintenant, on met un cathéter, un guide dans le cœur, puis on va injecter. Il y a de temps en temps des dissections, des ruptures, des perforations, des tamponnades. Ça arrive, c'est rare, ça arrive. L'avantage énorme de la coronagraphie, c'est que tu traites en même temps. S'il y a une lésion, tu la débouches. Mais c'est là tout l'enjeu depuis une vingtaine d'années, comme tu l'as bien rappelé, et on commence à affiner de plus en plus, c'est de dire, moi j'espère qu'on verra, enfin vous le verrez vous, mais plus de coronographie blanche. Parce qu'il y aura d'autres techniques qui auront dit, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Et c'est pas besoin d'aller, c'est quand même très irradiant, hein, la coron. Pour l'instant, c'est quand même beaucoup plus irradiant que tout ce qu'on a expliqué ici. Et de rembourser ou de faire des examens de coronographie blanche, ça doit rester dans le don d'organes, parce qu'il faut quand même aller voir les coronaires quand on donne le cœur. Bon, et ça, en général, on fait une coronographie irradiée, c'est moins le problème chez ces personnes. Mais coronographie blanche, j'espère qu'il n'y aura plus. Maintenant, on affine de plus en plus ceci, et pour nous, c'est le but, c'est d'essayer d'aller voir comment est-ce qu'il y a du myocarde qui souffre, soit sous la forme de la contractilité du myocarde, soit sous la forme de vaisseaux entre l'IRM, l'échographie d'effort, la scintille ou le scanner. Moi, j'avais une question avant la tienne, pardon. C'est moi qui modère. Quand est-ce qu'on aura une IRM, je reviens à mon IRM catastrophique, quand est-ce qu'on aura une IRM ouverte? Parce que ça commence à exister, et c'est peut-être cher, mais mettons, est-ce que... Là, j'irais assez rapidement, toutes les années, dans l'IRM, si elle était ouverte. En gros, ouverte, ça veut dire... Enfin, vous connaissez. Voilà. Si tu étais un cheval ou un chien, on aurait déjà la possibilité d'utiliser des IRM. Il y a des IRM ouverts avec des champs qui sont assez faibles, en dessous de 1 Tesla, et dont la résolution n'est pas suffisamment bonne pour faire de l'IRM cardiaque. Donc ces IRM ouvertes existent, mais on n'a pas assez de signal vis-à-vis du bruit, pas assez de contraste non plus pour visualiser le cœur. Est-ce que la technologie évoluera? Sans doute, mais de nouveau, comme pour visionner les coronaires, je ne pense pas que dans les 10 ans à venir, on aura des IRM ouvertes qui permettront de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Vous avez une question? Non, mais continue. Je fais une remarque. C'est vrai que par rapport aux produits de contraste, peuvent forcément avoir des problèmes. C'est-à-dire que des fois, quand on ne sait pas si le patient est allergique ou pas, pour des mesures de précaution, on n'injecte pas de gadolinium par rapport à l'IRM, et on peut faire en fait une IRM comme un écho de stress. Donc on fait les images au repos, on injecte après que la dobutamine, on est obligé de faire la dobutamine, et on fera une IRM de stress à la dobutamine, mais sans aucune injection. Au cas où on a un doute, si le patient dit qu'il a des allergies XY, alors on dit non, bah, on va faire une IRM sans produit de contraste. Et puis l'autre chose que je voulais dire, par rapport à l'avenir, peut-être qu'il y a un autre biais de l'avenir qui va se développer, c'est en parlant avec le professeur Dipenchar l'autre jour, donc, qui est électrophysiologue chez François. Il a dit que des techniques mixtes sont en train de se développer entre les rayons X, donc quand on fait la coronographie ou quand on fait une ablation, avec l'IRM. Et de plus en plus, on va faire des tables mixtes IRM fluoroscopie. En fait, on pourra après passer le patient de l'un à l'autre. Et il ne faut pas oublier que le médecin qui fait l'acte, donc coronographiste, pose de stent ou une ablation, il s'irradie lui-même. Et il y a eu plusieurs décès en Suisse récemment dus à des tumeurs cérébrales ou autres tumeurs à cause des rayons. Et l'intérêt peut-être de l'avenir, et j'ai vu des séances donc, à le dernier congrès mondial à Barcelone, où on a fait un cathétérisme entier, en fait, avec l'IRM. Donc on a fait avec des cathéters, on a monté exactement comme avec... quand on fait un cathétérisme cardiaque, mais en utilisant l'IRM. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rayon du tout. Mais ça, c'est encore musique d'avenir, mais c'est en train de se développer. Oui, il fait très bien de la pub pour les TRM, et je pourrais continuer là-dessus. Il y a certains d'entre vous qui, effectivement, travailleront dans une salle d'électrophysiologie, de rythme cardiaque. Tous les jours à l'hôpital, en ville aussi, mais... On essaie de traiter des arythmies, le cœur va trop vite ou trop lentement. Surtout quand il va trop vite, on va avec un cathéter dans le cœur, dans la
cavité cardiaque, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le ventricule. Puis on regarde. Les collaborateurs que tu as mentionnés, ils tirent à l'aveugle. Ils sont en train de regarder un petit peu où il y a le foyer qui fait de la fibrillation, de la tachycardie. Et ça va être une énorme révolution. On reçoit la machine ces jours, je crois qu'elle vient d'arriver, de pouvoir, sous IRM, alors qu'en théorie, dans l'IRM, c'est une cage de Faraday, il ne peut pas y avoir de métal. Et bien là, ils ont développé des cathéters qui sont IRM compatibles. Il y a des pacemakers IRM compatibles. Hein. Donc les collaborateurs, ils vont pouvoir aller dans le cœur et visualiser l'épaisseur du myocarde et de voir où est-ce que je vais pouvoir tirer, combien est-ce que je vais appliquer d'énergie ou de champ pour pouvoir enlever cette arythmie. Et ça va totalement changer la façon dont on va traiter les arythmies qui sont un des problèmes cardiaques qui est en train quand même de beaucoup augmenter. L'infarctus, ça n'augmente pas vraiment. Mais les arythmies dues à l'âge, ça augmente. Et je ne serais pas surpris que certains d'entre vous vont, à des moments de votre vie en TRM, participer, nous aider dans des salles d'électrophysiologie. Ça dure très longtemps. Alors, il faut savoir que c'est des procédures qui durent 2, 3, 4 heures. Effectivement, comme dit Roy, il n'y a plus de rayons. C'est des IRM pendant longtemps, mais le patient est endormi, lui, à ce moment-là. Et on peut aller chatouiller l'oreille droite dans ce plancher-là. Et on sait ce qu'on fait, parce qu'on sait que l'épaisseur, à cet endroit-là, elle est de 1,5 mm. Alors maintenant, ils ne savent pas, parce que franchement, ils sont en 2 dimensions dans le noir. Donc, c'est aussi des nouvelles techniques qui sont là maintenant, et pour lesquelles on aura besoin de support de votre part. Soutien. Oui, moi j'avais une question pour René. On a parlé de toutes les techniques, et quand vous avez listé sur les premiers slides les techniques à disposition, il y avait le PET-CT. On n'a pas parlé du PET-CT. Est-ce que c'est un examen de première intention? Est-ce que c'est justement un examen pas de première intention et à quoi il sert? Donc, en fait, dans toutes les études qu'on a de PET-CT en comparaison avec une autre modalité de perfusion, le PET-CT donnait des résultats un peu meilleurs. C'est un examen qui est cher, mais c'est un examen en fait qui est d'autant plus cher qu'on n'en fait pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que il y a une masse critique à partir de laquelle ça devient un examen un peu cher. Et au HUG, en fait, on a calculé que si on avait plus que 1400 examens par année, ça revient moins cher que la scintigraphie de faire un PET-CT. C'est mieux remboursé par les caisses maladies. On a des meilleurs résultats, on arrive à donner des meilleures indications à la coronarographie. Et puis, ce qu'on sait en fait, du coût de la prise en charge avec ou sans PET, c'est que le coût de la prise en charge avec PET, il est moins important au final que si on passe par une autre modalité. Donc pour répondre à ta question, d'ici à peu près juillet, août, plus grand, on va remplacer à peu près 4/5 de nos scintigraphies par des PET de perfusion. À l'oxygène? Non, ce sera au rubidium ou bien au NH3, probablement au NH3. Vous l'avez compris, PET c'est une abréviation, P ça veut dire positron. Emission, mais positron, ça veut dire qu'il faut un cyclotron. Et pas faire ça à Champel, à Versoix ou à Mérin tous les jours. Hein. Il faut un cyclotron. Il y en a un à Genève, il y en a un à Ferney, enfin, il y en a quelques-uns en Suisse, hein, les cyclotrons. Donc il y en a un au HUC qui peut délivrer, à part ça, effectivement, tel positron, enfin tel agent, tu l'as dit, l'oxygène ou le rubidium, qui peut délivrer ça au Grand Jet, à la Tour ou à différents cabinets de radiologie. C'est pas simple, suivant lesquels ils ont une durée de vie plus ou moins longue, ou plus ou moins courte, et ils sont plus ou moins chers et autres. Et transporter ça, c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai qu'on va assister, grâce à René d'ailleurs, hein, à une révolution au HUC, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, tu fais à peu près 1800 scintigraphies par année. Eh bien, les scintigraphies myocardiques vont quasiment toutes être remplacées par le PET, parce qu'on a un cyclotron à l'hôpital. Et quel que soit l'agent, enfin, que ce soit le rubidium ou l'autre, ou l'oxygène, eh bien, 4/5 de ces scintigraphies vont être remplacées par le PET scan, qui amène plus d'informations et qui irradie beaucoup moins.
mais qui est beaucoup plus cher pour l'instant parce que, comme tu l'as dit, on en fait peu, et puis il faut un cyclotron, mais c'est très probable que si dans 5 ans on fait, je ne sais pas moi, 5000 PET à Genève par année, ben, ça ne sera plus les 1800 francs. Combien c'est? Le PET? Non, le remboursement. Alors le remboursement, c'est à peu près 2002. Mais c'est clair que si on en fait tout d'un coup, dans 5 ans on en fait 5000, ben, ça sera divisé par 2, tout ça. Avec une meilleure information. D'après j'ai compris, c'est pas, enfin, c'est moins long qu'une IRM, ou que, enfin, c'est aussi court qu'un PET scan, qu'un scanner coronaire. En fait, la durée, ça fait entre 20 et 30 minutes, tout l'examen, stress-repos. Et puis l'irradiation, elle est 3 à 4 fois moins importante que pour une scintigraphie. C'est de l'ordre de 1,5 à 2 millisieverts. J'ai encore une remarque à faire sur la comparaison que tu as montrée avant sur le nombre d'examens sur les 2 premiers mois 2018. Il y avait grosso modo 305 I et 30 IRM. Vous êtes propriétaire d'une de vos caméras qui est dans le service de cardiologie. S'il y avait eu une IRM dans vos mains, sans parler de problèmes de département, etc., qu'est-ce que vous penseriez, quelle serait cette proportion 330? Une ébauche de réponse, c'est de regarder ce qui se passe à Lausanne, où là, c'est l'inverse. Il n'y a pas de scintigraphie ni de médecine nucléaire en cardiologie, et là, il y a du 100% d'IRM cardiaque. Donc c'est vrai que il y a de la politique ici, il y a de la propriété de matériel, il y a des revenus, et puis aussi de l'intérêt et de l'expertise. Oui, c'est très, très, très local. Hein. C'est très important. Mais comparaison n'est pas raison, on ne va pas parler d'un petit village de pêcheurs au bord du lac. Enfin, il y a sûrement des Lausannoises ou Lausannois ici. Non, je ne dis pas qu'ils ont raison, qu'on a tort, comme ça. C'est comme a dit très justement David, c'est lié à de la relation, de la mauvaise relation, que personne n'est parfait de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on ferait plus d'IRM. Ça, c'est d'ailleurs les IRM faites au HUG. David fait des IRM en dehors des HUG parce qu'il n'est pas forcément toujours le bienvenu par rapport à ceci. Mais ça devrait quand même changer, on espère assez rapidement. Il n'y a pas une chasse gardée. À Lausanne, c'est des cardiologues qui font toute l'IRM. Chez nous, ici, on leur demande juste, on ne va pas faire de la politique maintenant, d'être avec eux. Il y a quand même un patient derrière tout ça. Quand tu poses la question à un radiologue, c'est souvent le cardiologue qui amène le patient. C'est nous qui soignons les patients, puis on dit, voilà, j'aimerais ça. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on aille une discussion avec un team qui est le radiologue et le cardiologue, toujours les deux. Et je prends souvent, ça vous énerve, mais l'image du pilote d'avion. Enfin, dans un avion, il y a un copilote et un pilote. Et moi, j'aimerais imposer au HUG qu'il y ait toujours un radiologue et toujours un cardiologue. Puis appeler ça copilote, copilote, ça va être égal, mais les deux doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Hein. Tu peux démarrer l'avion, atterrir, décoller, faire tout ça. Actuellement, c'est pas le cas. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas le cas, notamment pour l'IRM. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Hein. Il y a aussi la réserve que le radiologue n'est pas habilité à faire le test d'effort physique ou pharmacologique. Alors, je crois qu'il prend des risques. Normalement, pour être remboursé, tu me corriges, mais pour être remboursé, dès qu'on fait un stress, qu'il soit chimique ou un effort, eh bien, il faut que le cardiologue soit là, notamment pour des raisons de sécurité, ça paraît assez logique, mais également pour des problèmes de remboursement. Je ne crois pas que le radiologue peut rembourser tout l'examen, notamment la partie stress, si, en guillemets, il n'est que radiologue. Donc, ils ont tout intérêt à faire un mariage avec nous. Encore une fois, à Lausanne, même les machines sont en cardiologie. On ne demande même pas ça ici, hein. Mais on avance. Pour position tarifaire, j'ai demandé à la Société suisse de cardiologie par rapport à l'IRM, vu qu'il n'y a pas de vrai rayonnement, donc un cardiologue peut faire tout l'acte aujourd'hui, donc de A à Z. Inversement, un radiologue, il peut aussi faire, hein, il a le droit de faire, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Simplement, il faut qu'il soit familier avec des problèmes de troubles du rythme ou des choses comme ça qui peuvent survenir. C'est ça le problème. C'est un peu ça, je pense qu'on voit un peu aux HUG, disons. Souvent, c'est des patients plus malades, hein, quand même, je pense, qui viennent hein,
faire l'IRM. Si on veut être méchant, enfin il y a un radiologue dans la salle, il faut faire attention. Mais si on veut être méchant, c'est qu'il va aussi falloir annoncer au malade qu'il a ça ou ça. Le radiologue, il ne sait pas faire ça. Ah non, il n'est pas payé pour ça d'ailleurs. Non mais je pense qu'il y a besoin des deux, voilà. Et on a une très bonne relation avec certains radiologues ou certaines radiologues à l'hôpital avec qui ça se passe très bien. Et je dirais de mieux en mieux, on part de loin, mais on va y arriver. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci à tous pour ces présentations. J'ai quand même un petit souci parce qu'on a vu qu'il y avait un combat de chiffres, spécificité, sensibilité par rapport à ces différentes techniques, mais on les prépare par rapport à quoi sans rentrer, c'est-à-dire parce qu'on sait aussi, moi j'ai participé à beaucoup de ces examens et ces études où on disait le gold standard restait la coronarographie, où on voyait là vraiment l'état des vaisseaux. Mais on sait aussi que c'est pas parce que je vois une sténose, une calcification, on a vu que les causes d'une diminution de la lumière du vaisseau n'est pas que des calcifications, on parle des plaques. Et puis on voit bien l'intérêt de voir les conséquences justement sur la perfusion du myocarde. Et quand on fait ces chiffres, qu'est-ce qui fait qu'on dit « Ah, je me suis trompé ou j'ai eu raison ?» Mais les études que j'ai montrées, ouais. Impact CMAX, c'est toujours avec la coronographie. Hein. Donc les patients, ils ont une comparaison thallium, spectre, IRM, mais ils ont eu tous une coronographie. Et puis c'est en fonction de ça qu'ils ont pu dire oui ou non il y avait maladie coronarienne ou pas. Parce qu'on a vu la courbe qui avait les 3 vaisseaux, 1 vaisseau, etc. C'est quand même ça le gold standard. Ça reste quand même le gold standard, la coronarographie. Ma question, c'est que nous, c'est très bien, par exemple, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec la scintigraphie, les scintigraphies négatives, me sont dit qu'il n'y a pas de lésion coronarienne. Par contre, on espère que si d'aventure il y a des lésions coronariennes, il n'y a pas de répercussion sur la perfusion. On ne dit pas exactement la même chose. Non, mais tu as parfaitement raison. La coronarographie, à part ça, seule, ça va se faire de moins en moins. Même s'il y a des lésions. Ce qui nous intéresse dans la coronarographie, c'est s'il y a des lésions, est-ce qu'il faut les dilater? Et là, les techniques de type PET scan ou scintigraphie vont beaucoup nous aider parce que tu vois la souffrance myocardique. Maintenant, ce qui va arriver, faites ce boulot, continuez, ça va être passionnant. À part ça, je vous ai dit l'IRM dans la rythmologie, mais il y a tout un domaine où on arrive maintenant à faire du FFR, c'est-à-dire de regarder, pour l'instant c'est en coronarographie, on est dans le vaisseau coronarien, et puis on a un guide dans le vaisseau, on injecte, vous avez compris, parfois il y a des chocs, c'est quand même très rare, choc anaphylactique, il faut oublier tout ça. Et puis avec le guide, tu traverses la lésion, et puis tu as un capteur de pression en aval et en amont. Puis en fonction du gradient de différence de pression, on dit, on le sait maintenant ça, il faut dilater ou pas. C'est pas la queue de la lésion, on s'en fout. C'est en fonction de ce qu'on appelle Flow Fraction Reserve, FFR. Jusqu'à aujourd'hui, il faut mettre un cathéter, il faut faire une coronarographie cérébrale. On arrive maintenant à faire ça via le scanner, sans guide. Ouais, c'est top. Le FFR via le CT angio, ça sent extrêmement bon, et pour ça, on a besoin de vous. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? On va nous dire, voilà, petite lésion FFR normale au-dessus de 0,8, il ne faut rien faire. Rien faire, rien faire. Puis, de temps en temps, il y a scanner, le moins de millisieverts possible, et scanner, avec une petite lésion, ou une grosse, ça m'est égal, mais le FFR, c'est-à-dire le delta de pression entre après et avant, il est positif, là, il faut que tu fasses ta coronaro et dilater. Même si tu trouves qu'elle est petite, je m'en fous, tu dilates cette lésion parce que c'est celle-là qui va se rompre. C'est ça. Et ça sent. Et ça sera et ça prend une demi-heure, un CT scan avec un FFR. Et ça, c'est ce qu'on appelle virtual FFR, mais c'est en train de commencer. Hein. Tu connais ça beaucoup mieux. Oui, en fait, le virtual FFR avec couplé au CT, il le compare au FFR angiographique, au FFR invasif. Et
Je rejoins pas Juan en disant que la coronarographie, la lésion à la coronarographie est le gold standard. C'est juste un point de comparaison qu'ils ont utilisé pour évaluer des méthodes qui sont hémodynamiques contre une méthode qui n'est pas hémodynamique, qui était anatomique. Mais c'est un gold standard qui est discutable. Donc aussi bien le gold standard de la coronarographie, de l'IRM, de la scintigraphie, du PET, on n'a pas de bon gold standard par rapport à ça. Et on voit que si on regarde le pronostic des patients, qui peut être un gold standard très, très solide, en fait, il y a très peu de différence d'outcome quand on utilise une méthode ou bien quand on utilise une autre. J'ose profiter que René ait le micro, puisque vous allez faire tout plein de PET-CT à la place du SPECT pour la perfusion. Est-ce que le CT, la stratégie, ce sera de l'injecter pour avoir justement l'anatomie des coronaires? Puisqu'aujourd'hui, on passe par cette fameuse injection de petit contraste qui est le bon rôle. Alors, dans le PET-CT a quelque chose qui est super puissant et puis qui fait peut-être sa supériorité, c'est qu'on peut évaluer de façon absolue le flux coronarien, donc le stress au repos par milligramme de myocarde par minute. On peut vous dire au stress, ce milligramme de myocarde, il a 1,5 litre de flux, et puis au repos, c'est ça. Et donc, chez les patients qui ont une réserve coronarienne au PET-CT qui est normale, il n'y aura pas besoin de faire un CT coronarien. Par contre, c'est vrai que quand la réserve coronarienne est diminuée, il y a encore un diagnostic différentiel qui est possible entre des lésions qui seraient sur des artères coronaires de gros calibre, qu'on voit à la coronarographie, ou bien sur des artères coronariennes de plus petit calibre, des micro-vaisseaux. Donc, dans ce cas de figure, on pourrait discriminer les deux en faisant un CT coronarien. Les nouveaux PET scans digital numériques qui vont donner une meilleure résolution vont carrément aider encore à passer des patients sur ces machines dans l'avenir. Merci pour la question. En fait, les PET scans qu'on a actuellement qui ont montré leur supériorité, pour vous donner une idée, ils ont une résolution spatiale d'à peu près 4 à 6 mm. Le PET scanner digital qu'on aura tout prochainement, il aurait une résolution spatiale d'à peu près 2 mm. Donc vous voyez, ça fait vraiment une différence qui est importante. Pour le flux coronarien, probablement ça ne va pas faire une différence importante, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait quand même une masse myocardique suffisante pour altérer le flux régional. Par contre, là où on peut être compétitif de façon nouvelle par rapport à d'autres techniques, c'est que compte tenu de cette résolution spatiale, on pourra dire le trouble de perfusion qu'on a ou bien le trouble de métabolisme qu'on a, c'est un trouble qui est sous-endocardique, sous-épicardique ou bien intramural. Puis vous voyez à quoi je fais allusion maintenant. Moi j'avais une question plus sur les méthodes d'analyse de la fonction en IRM, donc un peu plus historiquement tagging et puis d'autres nouvelles méthodes maintenant. Ma question elle est toujours, est-ce que ça c'est vraiment un outil avec une pertinence et une plus-value clinique pour vous, ou est-ce que c'est un jouet pour les physiciens comme moi? Et la question qui va avec, du coup, c'est si ça a cette pertinence forte, donc ces outils d'analyse de la fonction, de la contractilité en IRM, est-ce qu'il y a une pertinence, du coup, à combiner ça avec le PET dans des machines de PET IRM? Alors, je pense que la première chose à dire, c'est que la mesure de la fonction, qu'elle soit globale, segmentaire, qu'elle soit radiale, il y a toutes sortes de mesures, il y a aussi toutes ces nouvelles techniques qui vont mesurer le strain au niveau du myocarde même. C'est des informations importantes pour la prise en charge du patient. Donc ce n'est pas juste un gadget. On a vraiment besoin de ces mesures, qu'elles soient obtenues par l'échographie, par la ventriculographie ou par l'IRM, qui est pour certains le gold standard pour ces mesures, puisque c'est des mesures volumétriques assez précises avec un contour assez précis. Donc ça c'est une première chose, ce n'est pas des gadgets, c'est vraiment une information qui est essentielle. Pour ensuite savoir s'il faut combiner avec d'autres méthodes, tout dépend de la question qu'on pose. Si c'est uniquement la fonction,
quelle qu'elle soit, fonction globale, segmentaire ou du strain, s'il y a un différentiel entre l'APEX ou autre, il n'y a pas besoin de combiner nécessairement avec d'autres techniques, en sachant qu'on peut également obtenir ces informations par l'échographie. L'avantage de l'IRM, c'est qu'on a souvent une meilleure résolution, il n'y a pas de ce souci de fenêtre acoustique. Peut-être, pour passer en tangente, ces modalités hybrides d'imagerie, elles existent. On a vu le PET-CT, le SPECT-CT, où le CT était surtout utilisé pour l'atténuation, corriger les atténuations du signal, et maintenant pour d'autres choses, y compris l'anatomie coronarienne. Aux HUG, on a un PET-IRM. Alors, on l'utilise quasiment plus, on l'a peu utilisé pour le cardiaque. L'idée, c'était de combiner la fonction avec le métabolisme. Et ces images hybrides sont peut-être un peu l'avenir de toutes ces modalités. On combine une anatomie avec la fonction, avec la souffrance, l'étendue de l'infarctus. Si on arrive à voir tout ça en superposition, c'est vrai que visuellement c'est intéressant et je pense que peut-être par la prise en charge du patient, ça pourrait potentiellement rajouter quelque chose. On ne l'utilise pas au quotidien, mais c'est peut-être l'avenir. On a été les pionniers en fait en Europe avec un PET-IRM au HUG et on a tenté assez tôt de faire des applications cardio de PET-IRM. Donc il y a une difficulté. Une des difficultés, c'est que en fait la plupart des indications de médecine nucléaire peuvent avoir une réponse en IRM. Et c'est une difficulté dans ce sens que, en faisant ces indications-là avec une technique hybride, il n'y a pas d'informations qu'on ne peut pas avoir par l'autre méthode, comme par exemple le CT qui est combiné au PET ou bien à la scintigraphie. Donc, ça devient difficile quand vous faites un de ces examens et puis quand vous avez des résultats qui sont discordants. Parce qu'après l'examen, bien sûr, il faut conseiller le patient sur la suite de sa prise en charge, sur est-ce qu'il faut faire une coronarographie, est-ce qu'il faut vasculariser ou pas. Donc, pour avoir des réponses par rapport à ça, il faut des immenses collectifs de patients. Il faut que les cardiologues interventionnels adhèrent à la proposition qu'on va faire, ce qui n'est pas évident si vous proposez une réponse IRM, une réponse médecine nucléaire et puis une réponse hybride. Vous aurez toujours une proportion de cardiologues interventionnels qui va adhérer plus à une, à l'autre. Puis vous ne pourrez pas totalement randomiser des patients par rapport à ces prises en charge-là. Donc de ce point de vue, ça a été difficile de montrer que le PET-IRM, dans l'association des deux, avait une valeur ajoutée par rapport à une technique ou bien l'autre technique. Non, voilà, beaucoup, et c'était le titre du débat, c'était l'IRM Lissieri. Mais c'est vraiment une question néophyte. Moi, je trouve extraordinaire la résolution spatiale de l'IRM, et dans l'analyse, on sait aussi que dans la fonction cardiaque, on a beau voir une belle contractilité et tout, mais si nos valves ne suivent pas avec toutes les insuffisances des valves, si ce soit pérable ou comme ça, moi, là, par exemple, je trouve que l'IRM a une place en or et il n'y a quasiment pas de concurrence. Ou je ne la connais pas, voire l'écho. Ouais, l'écho. Mais quand même, hein, le tridimensionnel, on peut calculer plein de choses, je crois. Alors, pour les valves, c'est très bien répertorié. Donc là, l'écho nous permet de faire les sténoses mitrales, aortiques, etc., ainsi que les insuffisances. L'IRM va nous aider pour essentiellement une chose qu'on fait le plus fréquemment, c'est l'insuffisance aortique. Parce que là, on peut faire la fraction de régurgitation parce qu'il y a des volumes. C'est comme si on faisait un cathétérisme, puis on va, la fraction de le volume qui va en arrière par rapport au volume qui va en avant, puis on peut calculer un rapport. Et ça, on ne peut pas tellement faire avec l'écho. Donc au fond, là, c'est vraiment le côté complémentaire. La valve, on fait, l'écho, c'est quand même l'examen de base, hein, c'est évident. C'est pour ça que le fait que pour moi, c'est un peu les deux qui vont toujours ensemble. Mais l'IRM va nous aider pour faire ça. On peut aussi, la valve mitrale, on peut faire un peu aussi la même chose. Et évidemment que l'IRM est utilisé dans la morphologie, souvent chez les congénitaux, parce qu'il y a des pathologies complexes
qu'on va beaucoup mieux avec l'IRM, notamment tout ce qui est côté droit, ventricule droit, la chambre de chasse droite, les états après les opérations, la tétralogie de Fallot, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment l'IRM très utile qui a été fait à l'époque par feu professeur Dominique Didier, en fait, qui était le grand spécialiste de ça. Et c'est là où l'IRM, le côté morphologique. Mais c'est toujours ensemble avec l'écho. Et les choses en plus sont très très bien catégorisées aujourd'hui par rapport à l'apport de l'IRM. Mais on ne commence pas par l'IRM pour chercher par exemple une sténose aortique, une sténose mitrale, etc. J'ai encore juste une petite question, toujours pour revenir sur votre schéma 330. Quel a été le critère pour dire que pour tel patient, on irait faire une IRM plutôt qu'une scintigraphie? Ça, je pense que c'est important. Je pense qu'on peut répondre les deux, mais c'est vrai que bon, la disponibilité de l'examen est probablement un des critères les plus importants. Si il faut attendre 3 jours, 5 jours pour avoir un examen, tandis que l'autre est disponible le lendemain, c'est clair que ça c'est un premier critère. Je pense qu'on parle toujours d'expertise, ça va de soi qu'on imagine que l'examen va être proprement interprété. Maintenant, il y a également tous ces éléments dont François a parlé, la claustrophobie, les patients plus âgés qui ne sont pas capables d'apnée. On a quand même besoin d'une collaboration plus importante à l'IRM que dans d'autres techniques. Et donc, je crois qu'il y aura toujours une population, une part de la population qui vont avoir beaucoup de difficultés à subir un examen. C'est effectivement un examen qui, pour l'instant, dure entre 45 minutes et 1h15 pour certains, qui nécessite vraiment une collaboration. Et puis, alors aujourd'hui, on parle quasiment plus des pacemakers, mais à une époque assez récente, il y a une dizaine d'années, c'était une contre-indication de mettre des patients, même pour une IRM autre que le cardiaque, la présence d'un pacemaker était une contre-indication. Aujourd'hui, on a des pacemakers, même des défibrillateurs qui sont IRM compatibles. Donc voilà, mais on est dans cette phase de transition. Donc je crois que si on devait avoir vraiment un algorithme, c'est l'accessibilité, c'est le patient lui-même, voir si c'est un patient qui est capable d'apnée, qui est pas claustrophobe. Et puis ensuite, je pense également, il y a certains examens, notamment l'IRM, qui parfois apportent peut-être la morphologie, on a peut-être envie d'avoir un peu plus d'informations de ce point de vue-là. Et si c'est uniquement une viabilité, par exemple, on pourrait imaginer que ça serait juste le médecine nucléaire. Je vais peut-être terminer par une question à vous. Je lis ici, en fait, et pardon pour mon ignorance, vous faites un CAS en IRM. Mais on peut faire un CAS dans d'autres. On peut faire un CAS en CT. On peut faire un CAS en... Vous faites tous un CAS, parce que ça vous intéresse l'IRM, mais vous êtes TRM. C'est des TRM qui sont en activité professionnelle. D'accord. D'accord, depuis plusieurs années. Mais il y a des cases dans d'autres sous-domaines d'imagerie ou il n'y a que l'IRM? À Genève, on en fait 2, c'est le CAS en IRM, on fait un CAS en dosimétrie pour la radiologie. Ça, c'est ce que Genève fait. C'est terrible de faire un complément. Ouais, par exemple, je me rappelle à une certaine époque, je n'ai pas réussi, j'avais parlé d'éventuellement organiser un CAS en cardiologie, parce que ça aurait permis de drainer une population assez importante multimodale. On voit toutes ces techniques dont la cardiologie a recours. Et puis pour différentes raisons, alors que tu étais assez favorable, tu disais, Eric, oui, ce serait bien qu'on ait une formation un peu spécifique, parce qu'en gros, on engage un laborant, un assistant, un TRM, mais in fine, il est quand même formé sur place sur le terrain. Et puis peut-être d'avoir une formation proposée un petit peu en amont, ça aurait été peut-être pas mal, et sauf erreur, il y a un CAS de cardiologie qui existe actuellement à Lausanne. Par contre, on a des problèmes aussi économiques, on a besoin d'avoir un minimum de participants pour pouvoir lancer cette formation. En fait, David et moi, on a été formés dans des milieux d'imagerie qui étaient assez multimodaux. Et dans ces milieux-là, il y avait des TRM qui partaient d'une modalité à l'autre, par exemple du PET, de l'IRM, de la scintigraphie, échographie. Et puis, c'est un enrichissement qui est important parce que, comme vous avez vu, ce sont des modalités qui sont interdépendantes et puis qui apportent chacune une facette de la réalité du patient. Et
je suis sûr qu'en participant à ce CAS, vous allez augmenter votre compréhension de cardiologie. Et puis, merci d'avoir organisé cet atelier parce que ça permet aussi d'ouvrir à d'autres vérités, on va dire. Merci à vous d'avoir participé. Juste le CAS IRM, il y a une journée nationale des TRM qui est organisée par année. Et puis il y avait plusieurs pistes de formation continue ou comme ça. Et les TRM revendiquaient, parce que la formation de 9 mois aujourd'hui de base au TRM, ben on fait ce qu'on peut, une bouteille de 3 litres ne pourra jamais contenir que 3 litres. Et donc c'est vraiment les bases pour pouvoir exercer l'IRM. Et donc le TRM avait besoin, beaucoup, manifestait d'avoir un peu plus de connaissances sur l'IRM. Et c'est ça, on s'est dit, on essaie de répondre à une demande en offrant ce CAS. En parlant de 3 litres, en parlant de 3 litres, il y a un petit pot après, donc voilà. Et je terminerai par vous dire que parce que j'ai commencé, pour avoir bénéficié, je vais le dire, du tube de CT scan, du tube d'IRM, enfin tout ça, c'est fondamental ce que vous faites tous les jours. Moi, je prends souvent l'avion, je déteste l'avion, mais quand on voit un sourire d'un ou une, et je pense qu'il a aussi peur parfois, le steward, mais il nous rassure. Et vous ne vous rendez pas compte du rôle que vous avez pour les patients. On va devoir chercher une tumeur, on va devoir voir si elle a poussé, voir si la aorte est dilatée, voir si... Et puis de voir quelqu'un qui maîtrise, même si... Enfin, faites semblant, mais... C'est assez fondamental à part ça. Vous avez un rôle extrêmement d'empathie face à des gens qui souffrent et qui vont devoir avoir un résultat d'examen. Et, je pense que votre rôle est très très important. Voilà. Merci à tous d'avoir participé.